Bonjour. Est-ce qu'il est le lien WebEx? Dans l'invitation. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Oui, je vous entends. Ah, ok, ça va, génial. Là, faut pas qu'on ait le son de la télé. Oui. Petit dernier check de son. Oui, ça a marché. Ça va, merci.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de votre présence, bienvenue. Merci à vous, avec plaisir. Nous allons démarrer cette session d'information qui porte sur la carrière extérieure du SPF Affaires étrangères et sur la procédure de sélection qui permet d'y accéder. Donc, je suis Aurélie Connen, je suis agent de la carrière extérieure et je travaille actuellement à la direction personnel et organisation du SPF Affaires étrangères. J'ai rejoint le SPF il y a 10 ans et j'ai récemment occupé des fonctions dans le domaine de la coopération et dans le domaine des affaires européennes. Aujourd'hui, je serai modératrice et à ce titre, je voudrais préciser quelques aspects pratiques. La session de ce soir se déroulera en français, puisque la sélection des stagiaires de la carrière extérieure est organisée en 2023 uniquement dans le rôle linguistique francophone. Vos micros sont coupés, mais vous pouvez poser des questions, toutes vos questions, par écrit, dans l'onglet Q&A que vous trouverez à droite en bas de votre écran. Nous répondrons à ces questions par écrit dans la mesure du possible pendant la session d'information et nous répondrons aussi oralement à une série de questions qui recevront une réponse alors plus détaillée après les présentations vers 18 h. Cette session a lieu en live sur Facebook, elle est enregistrée et elle sera accessible aussi sur nos médias sociaux et sur notre site web. Voilà pour les informations pratiques. Lors de la session, vous aurez l'occasion d'entendre plusieurs intervenants du SPF Affaires étrangères et du CELOR, aussi connu sous le nom de travaillerpour.be, qui vous parleront de la carrière diplomatique, de la procédure de sélection, du stage et de leur expérience de jeunes diplomates. Ce soir, nous avons l'honneur que la ministre des Affaires étrangères, Madame Adja Labib, soit présente. J'ai le plaisir de vous passer la parole, Madame la ministre. Merci, merci à vous. C'est tout d'abord un plaisir de m'adresser à vous pour cette session d'information du prochain examen diplomatique. Et je suis heureuse de vous savoir nombreux, même si je ne vous vois pas, je sais que vous êtes nombreux et votre présence témoigne en tout cas de l'intérêt qu'il y a aujourd'hui pour la diplomatie. Et bien sûr, je ne peux que vous encourager car la carrière diplomatique est à bien des égards unique, pour ne pas dire extraordinaire, au sein des affaires étrangères. Tout d'abord parce que, vous vous en doutez, c'est bien plus qu'une carrière. C'est un véritable choix de vie. Choisir une carrière diplomatique, ce n'est pas seulement se mettre au service de la Belgique et des Belges, c'est aussi évidemment choisir de vivre à l'étranger. C'est donc savoir s'imprégner de points de vue différents, c'est s'ouvrir à l'inconnu, de poste en poste, découvrir une nouvelle lecture du monde, s'y confronter pendant 4 ans, je refaire un travail de recherche, de contact et d'études, et puis abandonner tout sur place pour repartir à nouveau, un peu orphelin, mais enrichi de connaissances et d'amitié. C'est un choix qui emporte un peu tous ceux qu'on aime, puisque c'est une vie faite d'étapes, de déménagements. Peu de carrières impactent autant la vie privée que celle de diplomate. Aussi, je veux dire que si vous vous apprêtez à embrasser la carrière diplomatique, eh bien, préparez-vous à aiguiser votre art de la négociation et du compromis, tout d'abord avec votre propre famille. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il y a un lien, mais j'ai constaté que les diplomates ont souvent une famille nombreuse. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Plus sérieusement, qu'est-ce qui attend une vie un diplomate? Concrètement, eh bien, vous travaillerez dans une ambassade, une représentation permanente ou un consulat à l'étranger ou dans l'administration ici à Bruxelles. Vos tâches pourront aller de la lutte contre le terrorisme à la promotion des droits humains, en passant par l'ouverture d'une école de réfugiés avec des fonds belges, la préparation de missions économiques, du travail consulaire ou encore de servir de lien entre les entreprises belges et les contacts à l'étranger. Dans nos ambassades bilatérales, vous serez observateur des développements politiques, économiques, sociaux de votre pays ou vos juridictions. Dans certains postes, vous aurez l'occasion de porter la voix de la Belgique dans des enceintes multilatérales. Et quoi qu'il en soit, vous serez de précieux relais pour la ministre des Affaires étrangères qui vous en sera très reconnaissante. Comme je l'ai souligné, en tant que diplomate, vous êtes aussi
au service des Belges résidant à l'étranger ou de passage en vacances, en voyage d'affaires ou en visite familiale. Notre réseau de postes diplomatiques et consulaires représente la plus grande maison communale des Belges, si on peut dire, notamment pour la délivrance d'attestations, de cartes d'identité, de passeports, d'actes civils et de nationalité. Ce réseau gère des situations qui vont du cas exceptionnel, individuel, à la facilitation, par exemple, de rapatriement de milliers de compatriotes à travers le monde, comme ce fut le cas en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 ou en 2021 en Afghanistan. Si vous êtes en poste dans un pays de concentration de la coopération au développement belge, vous serez amené à appuyer aussi les initiatives locales dans une perspective de croissance économique durable, d'amélioration des conditions de vie de la population et d'éradication de la pauvreté. Concrètement, il pourra s'agir d'appuyer une réforme de la justice, de travailler avec les organisations locales pour accroître la sécurité alimentaire ou, dernier exemple, d'appuyer les initiatives de lutte contre le changement climatique. Là aussi, la diversité des moyens d'action est la règle et c'est bien ce qui rend ce métier passionnant. Voici donc un premier aperçu de la grande variété de tâches de nos diplomates. Ce qui est certain, c'est que vous pourriez faire la différence au nom de la Belgique. C'est un véritable honneur et une occasion unique d'être un des visages de notre diplomatie. Un diplomate, une diplomatie qui doit d'ailleurs refléter les valeurs que nous défendons tant dans notre pays que dans l'Union européenne et dans le reste du monde d'ailleurs. Des valeurs comme l'état de droit, comme les droits humains, des fils rouges très présents dans notre diplomatie belge. En parlant des visages de notre diplomatie, je tiens à souligner l'importance d'une diplomatie qui soit un reflet de la société, c'est-à-dire une société avec une diversité d'origine géographique et sociale et une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. La question de la féminisation de la carrière diplomatique reste un défi et une de mes priorités. Nous continuons d'y travailler, notamment en veillant à ce que davantage de femmes accèdent à des fonctions de management. Je ne peux pas percevoir tous les visages derrière l'écran, mais je vois des femmes parmi vous et je m'en réjouis sincèrement, car c'est surtout maintenant, dans le recrutement, que nous pouvons faire la différence. C'est un effort à long terme et j'espère que vous serez nombreuses à y contribuer. Avant de conclure, j'aimerais souligner le pendant de la carrière extérieure. Au sein de notre SPF, de nombreux collègues travaillent jour après jour sur des dossiers stratégiquement importants pour les intérêts des Belges et de la Belgique à l'étranger. Ils soutiennent ainsi le travail de nos ambassades. Il me tient donc aussi à cœur de relever aujourd'hui que le SPF lancera très prochainement, fin janvier 2023, une sélection d'experts en relations internationales qui s'adressera à des titulaires de master, quelles que soient les orientations. La sélection sera organisée en français et en néerlandais et vise à remplir une trentaine de fonctions au sein des différentes directions du SPF. La dernière sélection pour ce profil avait été organisée en 2017. C'est donc une opportunité intéressante qui se présente cette année si vous voulez rejoindre l'équipe de notre SPF sans vous projeter dans une vie nomade. Plus d'informations suivront sur le site de boza/travaillerpour.be et les médias sociaux de notre SPF que je vous invite à suivre. Enfin, je terminerai par vous dire que au SPF Affaires étrangères, notre personnel est certainement notre ressource la plus précieuse. Et cet examen diplomatique est une opportunité pour les affaires étrangères car nous avons besoin de nouveaux talents, de vos talents. C'est ce qui fait aussi que cet examen est bien sûr exigeant, il est accessible aux candidats bien préparés, avec de bonnes connaissances linguistiques et surtout, c'est essentiel, très motivés. Je tiens à souligner que cet examen est ouvert à tout le monde, pour autant que vous ayez un diplôme d'études supérieures, un prérequis indispensable, on l'a dit, votre enthousiasme, votre persévérance, votre flexibilité et votre sens du devoir seront donc
déterminant. Je saisis d'ailleurs l'occasion pour saluer le maître de stage, Monsieur Chantry. Il sera en mesure de répondre à toutes vos questions et incertitudes concernant cet examen et à vous aider aussi à vous y préparer correctement. Ce ne sera pas facile, c'est vrai, mais l'enjeu est grand. Le contexte international et les défis globaux font plus que jamais appel à la diplomatie. Je me réjouis de votre volonté à venir relever ces défis. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Bonne chance à tous ceux qui participent à cet examen diplomatique et j'espère un jour vous croiser dans les couloirs du ministère des Affaires étrangères. Voilà, bonne chance à tous. Merci Madame la Ministre pour ces mots d'introduction. Merci aussi pour vos encouragements pour l'ensemble des candidats qui s'inscriront à la sélection. Comme vous l'avez très justement mis en évidence, notre carrière extérieure exige enthousiasme, persévérance, flexibilité et sens du devoir. Monsieur Michel Malherbe, qui est directeur du personnel extérieur, va maintenant nous parler de la carrière de diplomate. Je sais, Madame la Ministre, que vous devez maintenant nous quitter, mais je vous remercie encore au nom de toute l'audience pour votre présence ce soir. Merci encore. À très vite. Merci Madame la Ministre. Merci Aurélie. Bonjour à toutes et à tous derrière l'écran. Donc je suis en effet pour l'instant le directeur du personnel extérieur aux affaires étrangères, mais également un diplomate de 56 ans, donc déjà passé par 7 postes à l'étranger et 4 fonctions à Bruxelles, et ça n'est pas fini. Donc cela illustre que nos longues et belles carrières obéissent au rythme de 2 postes à l'étranger, d'une durée d'en général 4 ans, suivi de 1 retour de 3 ans à l'administration centrale. Et puis le cycle recommence. Comme indiqué par notre ministre, un poste à l'étranger, un poste diplomatique à l'étranger, c'est un concept très large. Toujours, il s'agit de promouvoir ou de défendre les intérêts et les valeurs de la Belgique à l'étranger, à des niveaux variés. On peut être chef de poste, on peut être collaborateur, et dans les domaines d'activité les plus variés également. Politique économique, consulaire, administratif, ou la coopération au développement. Donc cette défense d'intérêts et cette promotion de valeurs, c'est le dénominateur commun de ce métier. Donc pratiquement, comme notre ministre l'a déjà relevé, il peut s'agir d'avancer des positions belges dans une organisation internationale, de diriger un poste diplomatique dans un grand pays, ou bien d'être un, voire le seul collaborateur diplomatique polyvalent dans une petite ambassade, au degré de pénibilité plus ou moins élevé. Il peut s'agir d'encadrer la coopération belge au développement dans un pays partenaire, ou d'assurer le service consulaire dans un pays comptant de nombreux Belges expatriés et demandeurs de visa, de gérer l'administration d'une ambassade, d'aider les régions dans leur mission de promotion commerciale et d'investissement, et j'en passe. Donc notre carrière extérieure est désormais bien une carrière unique, où chacune et chacun peut être appelé à endosser tous les rôles que j'ai décrits. Lors des affectations à l'étranger, ce que nous appelons ici le mouvement diplomatique, les préférences personnelles des agents sont prises en compte très attentivement. Mais c'est bien sûr l'intérêt du service, l'intérêt de la Belgique, qui domine le choix des affectations. C'est quelque chose dont il faut être conscient. À Bruxelles, il s'agira de contribuer au bon fonctionnement des services centraux du SPF Affaires étrangères, qui sont également d'une très grande diversité. Et il existe aussi des éventuelles possibilités de détachement en cours de carrière. Donc vous aurez compris qu'un ou une membre de la carrière extérieure, une ou un diplomate belge, est un véritable couteau suisse. Il s'agit d'être géographiquement
et intellectuellement extrêmement mobiles et disponibles, sans oublier bien sûr l'importance des relations sociales et des compétences interpersonnelles. Vous me direz, c'est fantastique, je m'inscris, où faut-il signer? Bon, toute médaille, bien sûr, a son revers. La mobilité, c'est exigeant. Cette carrière est exigeante du premier au dernier jour, non seulement pour les diplomates, tout au long de leur vie professionnelle, mais également pour leurs proches, leurs partenaires, dont l'activité professionnelle s'en trouve affectée, et leurs enfants, dont la scolarité se trouve nécessairement fragmentée dans des systèmes d'enseignement non belges. Donc, il faut également être conscient des conséquences de ce choix professionnel. Alors, bien entendu, en tant qu'employeur, le SPF Affaires étrangères fait de son mieux pour compenser correctement ces divers coûts de l'expatriation, en prenant en charge toute une série de dépenses par le biais d'un système d'indemnité réglementé. On parle ici de déménagement, de logement, d'inscription dans les écoles internationales, et j'en passe. Donc nous sommes fiers d'être très attentifs au bien-être de nos agents en poste et à l'administration centrale, et de développer une véritable politique familiale. Qui voulons-nous recruter? J'ai parlé des qualités requises. Notre ministre a déjà indiqué que nous voulons aussi poursuivre la féminisation d'une carrière qui est encore trop masculine. Nous souhaitons aussi que le corps diplomatique belge reflète fidèlement, le plus fidèlement possible, la société belge dans toutes les dimensions de sa diversité. Les profils les plus divers sont souhaités et bienvenus. Donc, si l'examen 2023 ne s'organise que dans le rôle linguistique francophone, c'est en fonction de l'équilibre linguistique global de notre carrière qui est à sauvegarder. Donc voilà, si le message de notre ministre assorti de mes précisions vous a séduit, bonne préparation de son concours exigeant, bonne chance, puis bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Merci Michel pour ce retour d'expérience sur le métier de diplomate et les précisions que tu as apportées sur notre carrière extérieure et les qualités qu'on attend d'un diplomate. Aux personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées et motivées par les missions et les valeurs de notre SPF, mais qui ne souhaiteraient pas s'engager dans la carrière extérieure, je voudrais rappeler ce que Madame la ministre Labib a annoncé, une sélection de profils master, quel que soit le background académique, sera lancée dès lundi prochain pour renforcer les effectifs de l'administration centrale à Bruxelles. Donc, si la mobilité vous fait peur, nous recrutons aussi des experts en relations internationales qui pourront être affectés à Bruxelles, dans l'une ou l'autre des directions générales du SPF. Donc, consultez notre site web dès la semaine prochaine, consultez aussi le site web travaillerpour.be et inscrivez-vous alors à cette sélection-là si vous êtes intéressé par nos missions, nos valeurs et un travail à Bruxelles. Mais revenons-en maintenant à la sélection qui nous occupe ce soir. La sélection de stagiaires de la carrière extérieure, qui est plus souvent appelée examen diplomatique. Madame Cécile Timmermans du CELOR va vous donner une image plus précise de la procédure de recrutement, avec un focus évidemment sur les exigences linguistiques, puisque les inscriptions aux tests linguistiques sont ouvertes encore pour quelques jours. Cécile, à toi. Nous ne t'entendons pas. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Maintenant, oui. Donc, bonsoir. Voilà, donc c'est moi, Cécile Timmermans. Je suis consultante à travailler pour .be. Je vais donc rappeler quelques principes généraux. Avant d'embrasser cette carrière, il y a évidemment une étape à franchir et non des moindres, c'est la sélection. C'est le sujet que nous allons évoquer maintenant. Voici tout d'abord quelques principes généraux qui résument notre ligne de conduite dans la gestion de toutes les sélections.
Tout d'abord, c'est le respect, bien sûr, de la réglementation existante, en l'occurrence de l'arrêté du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire. Cet arrêté est bien sûr, vous pouvez le consulter sur le site du SPF des Affaires étrangères et aussi dans l'offre d'emploi. Il y aura un lien directement sur notre site travailler-sur.be. La procédure est évidemment transparente. Toutes les informations clés concernant la sélection sont publiées. Elles sont fixées et elles ne varieront pas. C'est-à-dire qu'il y a des conditions de participation, un nombre d'épreuves, un ordre des épreuves, le contenu des épreuves, les compétences évaluées et la pondération de celles-ci, les conditions pour figurer dans la réserve de lauréat. Tout ça est donc fixé. N'oubliez pas aussi qu'à chaque étape de cette sélection, vous pouvez demander une motivation de vos résultats. La communication sera univoque. Nous avons créé donc le SPF des Affaires étrangères et CELOR anciennement donc travailler pour .be. Nous avons créé des boîtes mail spécifiques afin de répondre à toutes vos questions. Ces boîtes mail sont mentionnées dans la publication. Elles seront mentionnées aussi à la fin de cette présentation. Elles vous seront rappelées en fin donc de présentation. Nous vous demandons d'adresser toutes vos questions concernant la procédure de sélection, les timings, le test, les conditions de participation donc à CELOR, à travailler pour .be, c'est l'adresse BOSA. Maintenant, merci de réserver aux affaires étrangères toutes vos questions relatives à la fonction, à l'entrée en service et au stage. En ce qui concerne la procédure de sélection, tous les candidats encore en lice à une étape donnée de la sélection recevront en même temps tous les renseignements utiles à la passation des prochains tests. Il y aura des mails automatisés et des mails rédigés spécialement pour vous expliquer ce qui sera attendu de vous lors de la prochaine étape. Alors, il y a aussi une égalité de traitement. Tous les candidats sont traités exactement de la même façon tout au long de la procédure. Et enfin, la dernière chose, c'est l'égalité des chances. Évidemment, notre société n'a jamais été aussi diversifiée qu'aujourd'hui. L'administration fédérale souhaite être le miroir de cette diversité, quelle que soit notre origine, notre âge, le fait d'être un homme, une femme, une personne transgenre, quelle que soit notre orientation sexuelle, le fait d'être dans une situation de handicap ou non. Nous travaillons ensemble et seuls contre les talents et les compétences des collaborateurs. Donc, afin de garantir l'égalité des chances, les personnes en situation de handicap avec un trouble de l'apprentissage ou même une maladie peuvent bénéficier d'aménagements raisonnables des tests de sélection. Et vous trouverez tout ça sur notre site travailler-pour.be. J'en arrive maintenant aux conditions de participation. Évidemment, nous allons screener les diplômes. Vous devez être porteur d'un diplôme ou de certificat d'études qui permettent l'accès au niveau A dans les administrations de l'État. Mais vous devez aussi, à la date limite d'inscription, vous devez être en possession, avoir réussi donc l'examen de langue néerlandaise, l'article 14, alinéa 2. C'est-à-dire, ce certificat comprend des aptitudes à la compréhension orale et écrite et des aptitudes à l'expression orale. Donc, nous allons tout de suite faire un focus sur ces conditions de participation. Donc, vous voyez qu'il y a un code QR qui m'accompagne. Vous pouvez le scanner. Vous allez arriver sur ce formulaire d'inscription au test linguistique. Nous avons fait des sessions spéciales pour vous inscrire, pour être en ordre de ce certificat pour la date limite d'inscription de la sélection. Donc, je peux vous le dire dès maintenant, nous espérons bien publier la sélection du 6 avril au 27 avril, donc 21 jours pour vous inscrire à la sélection. Donc, focus donc sur le certificat de néerlandais, cet article 14, alinéa 2. Mais de quoi s'agit-il? Alors, en Belgique, les tests linguistiques au sein de l'administration fédérale sont fixés par une loi. C'est pourquoi nos tests linguistiques portent le nom des articles de loi en question. Alors, ici, c'est l'article 14. Ces tests donnent lieu à des certifications et le test linguistique exigé dans le cadre du recrutement des stagiaires de la carrière extérieure est l'article 14, alinéa 2. Alors, les tests composant cette procédure de certification linguistique correspondent à un niveau B1 du cadre européen de référence linguistique.
Cet examen linguistique mesure la connaissance élémentaire de la deuxième langue nationale sur le plan de la compréhension à l'audition et de la compréhension à la lecture. Donc, ça se fait sur un test PC. C'est une expression orale aussi, 10 minutes de conversation abordant un contexte professionnel. Ce test comprend 2 parties, donc une partie lire et écouter et une partie parler, pour lesquelles vous devez bien entendu vous rendre dans nos bureaux à travailler pour .be, anciennement CELOR. Alors, vous devez vous inscrire à ces tests linguistiques via ce code QR, je le rappelle, ou alors le formulaire qui est en ligne avant le 24 janvier 2023. Pour être en mesure d'obtenir ce certificat linguistique dans les temps, donc je vous conseille de le scanner dès maintenant, de vous inscrire dès maintenant aux sessions qui sont déjà en cours depuis le 15 janvier. Donc nous aurons des modules lire et écouter. Nous avons des épreuves organisées entre le 15 janvier et le 24 février. Vous recevrez vos résultats dans les 10 jours ouvrables à partir de la passation de ces tests PC. Des examens pour la deuxième partie parlés seront prévus jusqu'au mois d'avril. Alors, si vous pensez être dans les conditions pour une dispense, vous pouvez adresser rapidement donc aux adresses email qui vont apparaître à vos écrans en fin de présentation. Si vous pensez avoir une dispense, transmettez-nous vos documents ou en tout cas les documents sur lesquels vous voulez vous baser pour avoir cette dispense. Un conseil, si vous n'êtes pas familiarisé ou familier des procédures de sélection de CELOR.be, de travailler pour .be, créez sans tarder un compte, un dossier Mon CELOR pour se faire consulter notre site travailler pour .be. Alors, nous allons aussi aborder les compétences, bien entendu. Donc, une rapide vue sur le profil et les compétences qui seront évaluées pendant la sélection. Vous trouverez évidemment plus d'informations dans la description de fonction qui sera publiée en avril. Donc, nous allons vérifier votre maîtrise de l'anglais. Ça sera testé tant à l'écrit qu'à l'oral. Vos aptitudes de communication en français seront aussi primordiales et seront évaluées pendant la sélection, tout comme votre capacité à traiter et à intégrer l'information. Votre intérêt pour la défense des intérêts belges à l'étranger et pour les missions du SPF seront testés pour différentes compétences et dimensions. La motivation, l'intérêt pour les relations internationales, l'intérêt pour les affaires consulaires, l'intérêt pour la coopération au développement, la diplomatie publique, la négociation, les réseaux et les compétences interculturelles. Alors, au niveau de la publication, donc je vous le dis, elle est prévue, les inscriptions et la publication sont prévues du 6 avril au 27 avril, donc 21 jours. Il y aura la procédure de sélection pour la carrière extérieure est différente des procédures de sélection standard, évidemment. Ainsi, il y aura une épreuve préalable, une présélection. Celui qui réussit, donc la personne qui réussit, les candidats qui réussissent cette épreuve préalable peuvent participer à l'étape suivante, c'est-à-dire la sélection comparative. Les résultats de l'épreuve préalable n'ont aucun impact sur le classement des lauréats de la sélection comparative. Et les candidats seront invités donc fin avril à s'inscrire à l'épreuve préalable éventuelle. Les dates que je vais donner, ce sont des dates sous réserve. Les dates d'épreuve, c'est toujours plus délicat, donc ce sera toujours sous réserve. Voilà. Alors, concernant voilà, je n'avais plus mes dias. Donc, chaque épreuve de cette sélection comparative est éliminatoire. Si le candidat ne réussit pas une épreuve, il ne pourra donc pas poursuivre la procédure de sélection. Le candidat doit avoir obtenu au minimum 50% pour être admis à l'épreuve suivante. Pour réussir la sélection, le candidat doit avoir obtenu 60% des points sur l'ensemble des épreuves de la sélection comparative. Donc, 50% à chaque partie et
une réussite à 60% à l'ensemble. Concernant l'épreuve 1, l'épreuve portant sur les compétences génériques requises pour l'exercice de la fonction, c'est une épreuve PC qui durera environ 1 heure. C'est un test de jugement situationnel. Cette épreuve permet de mesurer les compétences décidées, motiver des collaborateurs et influencer. On vous présente différentes situations qui se produisent dans un contexte défini et pour chaque situation, vous devez juger des alternatives données quant à leur caractère approprié. Donc, pour réussir cette épreuve, vous le voyez, vous devez obtenir un minimum de 20 points sur 40. Cette épreuve compte pour le classement. Alors, concernant cette épreuve, elle se déroulera normalement entre la mi-mai et début juin 2023, mais évidemment, ce sont des dates sous réserve. Au niveau de l'épreuve 2, c'est le test linguistique, l'anglais écrit. Ce test durera environ 4 heures. Il s'agit d'une rédaction de texte sur un support informatisé. Cette rédaction peut comporter plusieurs parties distinctes. Elle a trait à des thèmes professionnels et au contexte professionnel. Le niveau de maîtrise requis est le niveau C1 du cadre de référence européen du Conseil de l'Europe, un des niveaux les plus avancés. Donc, veuillez noter que vous n'aurez accès à aucune documentation physique ni en ligne et aucun correcteur orthographique. Donc, ça sera donc, pour réussir, vous devrez obtenir 20 points sur 40. Cette épreuve ne compte pas pour le classement. Cette épreuve 2 se déroulera le 24 juin, et c'est une date évidemment sous réserve. Il n'y a aucune dispense possible pour cette épreuve. Hein. Le résultat de l'examen linguistique d'anglais entre, et bien sûr, en ligne de compte pour la réussite de la sélection. Nous arrivons à l'épreuve 3, c'est une épreuve portant sur les compétences génériques requises pour l'exercice de la fonction. C'est une conférence qui durera, elle, 3h30. Cette épreuve écrite sur support informatique également consiste en la synthèse et le commentaire critique d'une conférence. Lors de cette épreuve, les compétences génériques suivantes seront évaluées: intégrer l'information, communication écrite. Cette conférence portera sur un sujet en lien avec le contenu et le contexte de la fonction, bien évidemment. Donc, pour réussir cette épreuve, vous devez obtenir au moins 30 points sur 60. Cette épreuve compte pour le classement. Cette épreuve se déroulera le 25 juin, on l'espère, toujours sous réserve. Alors, au niveau de l'épreuve 4, c'est un test linguistique, c'est l'anglais oral. Cette épreuve consiste en une conversation d'environ 12 minutes sur des thèmes professionnels. Pour réussir, vous devez obtenir au moins 20 points sur 40. Cette épreuve ne compte pas pour le classement. Les entretiens auront lieu dans le courant du mois de novembre 2023, sous réserve de modification. Et il n'y a aucune dispense possible à nouveau. Donc, le résultat de l'examen linguistique d'anglais entre en ligne de compte pour la réussite de la sélection. Alors, la dernière épreuve, quant à elle, c'est le grand oral. C'est l'entretien. Il dure évidemment 1h30 avec une éventuelle préparation. L'entretien doit permettre d'apprécier l'intérêt que porte le candidat à la défense des intérêts belges à l'étranger et aux missions du SPF. Votre CV rentre évidemment en ligne de compte pour cet entretien, donc veillez à ce que votre CV en ligne soit complet. Pour réussir, vous devez obtenir au moins 50 points sur 100. Cette épreuve compte pour le classement. Donc, les entretiens auront lieu, on l'espère, dans un an, début 2024. Évidemment, ce sont des dates sous réserve. Petite précision quant à cette sélection comparative pour les épreuves 2 et 3. Nous allons les grouper en un week-end et les corrections seront en cascade. Alors, qu'est-ce que veut dire des corrections en cascade? Ça veut dire que si l'épreuve 2, l'épreuve d'anglais, n'est pas réussie, nous n'allons pas corriger la conférence. Donc, l'épreuve de conférence ne sera pas corrigée.
Alors, la correction en double aveugle pour les épreuves 2 et pour l'épreuve 2 et l'épreuve 3, c'est-à-dire que pour l'anglais écrit et la conférence, la correction se fait par un binôme d'experts qui corrige les copies anonymisées. Chacun corrige les copies de son côté et une délibération est organisée sous la présidence de Travailler pour .be, donc enseignement de Saylor. Nous arrivons maintenant au classement et à la liste des lauréats. Tous les candidats qui réussissent la sélection comparative seront versés dans une liste où ils seront classés et cette liste sera transmise au SPF des Affaires étrangères. Le classement dans la liste de lauréats est déterminé sur les points obtenus aux épreuves 1, 3 et 5 de la sélection comparative. À égalité des points, la priorité sera donnée à la personne ayant obtenu le plus grand nombre de points à la partie 5, à l'entretien, donc au grand oral. Si pour cette partie, des personnes ont des points égaux, la priorité sera donnée à la personne ayant obtenu le plus grand nombre de points à la partie 3, la conférence. Si pour cette partie, des personnes ont des points égaux, leur classement sera établi de manière aléatoire. Alors, il n'y a aucun quota à aucun stade de la procédure. Toute personne qui a obtenu 50% une épreuve passe à l'épreuve suivante. Cette liste est donc valable 1 an et éventuellement elle sera renouvelable une fois. Nous passons au planning qui est indicatif. Donc ce planning, il est, voilà, maintenant c'est sous réserve évidemment. Si la publication se fait comme je l'espère en avril, j'attire votre attention quand même sur la période d'inscription pour les tests linguistiques jusqu'au 24 janvier. La présélection éventuelle aura lieu en mai, le test situationnel en juin. Les épreuves d'anglais écrit et de conférence seront organisées fin juin, donc un week-end, le 24 et le 25 juin sous réserve. Elles seront corrigées en plusieurs mois. Les candidats qui les ont réussis recevront le résultat à l'automne et pourront alors passer l'épreuve orale d'anglais en novembre. L'épreuve finale, le grand oral, se déroulera donc en janvier 2024. Et je rappelle encore que ce calendrier est indicatif et pourrait être adapté. Alors, comment se préparer? Mais il n'y a pas de formule magique, malheureusement. Suivez les informations sur notre site travaillerpour.be concernant cette sélection. Gardez un œil évidemment sur l'actualité en matière de politique internationale, y compris les affaires consulaires, la coopération internationale, donc les ouvrages de référence, les journaux, les articles. Gardez un œil sur le site du SPF des Affaires étrangères, évidemment. C'est une source importante d'informations. Et évidemment, les médias sociaux, les vidéos, les podcasts. Ne les loupez pas, ne les manquez pas. J'arrive aux données de contact. Je vois qu'il y a énormément de questions dans le chat et je remercie Alexandre Fameré, mon collègue, qui a déjà commencé à répondre à quelques questions. Vous voyez ici les tests linguistiques. Il y a une adresse email pour les tests linguistiques, une adresse email qui est dédiée pour les tests linguistiques et une adresse email qui sera dédiée à la sélection proprement parlée. Je rappelle que pour le contenu du travail, l'entrée en fonction et le stage, il est préférable de s'adresser directement au SPF des Affaires étrangères avec l'adresse email que vous voyez aussi apparaître sur l'écran. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Cécile, pour toutes ces précisions sur la procédure et ces différentes étapes qui s'étaleront donc sur une année. Venons-en maintenant au stage auquel la sélection donne accès. Monsieur Hugues Chantry est maître de stage depuis plus de 3 ans. Il a ainsi encadré plusieurs promotions de stagiaires de la carrière extérieure. Je lui laisse la parole.
Merci Aurélie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et en effet, ça fait donc quelques années maintenant que j'ai le plaisir d'être en charge de l'encadrement des lauréats, en fait, du concours diplomatique ou l'épreuve de sélection comparative dont Madame Timmermans vient de vous parler. Peut-être pour commencer, il faut le savoir qu'après les affaires étrangères, après avoir reçu la liste des lauréats de la part de Travailler pour .be, donc anciennement BOSA, anciennement CELOR, pardon, eh bien, nous adressons alors aux lauréats et nous leur demandons s'ils sont prêts à commencer le stage lors de la session de stage qui arrive. Théoriquement, nous commençons les stages toujours au mois d'août, mais il peut y avoir des changements en fonction d'événements comme par exemple une présidence belge du Conseil de l'Union européenne ou ce genre de choses. Mais donc théoriquement, nous commençons un stage au mois d'août. Alors évidemment, pour prendre cette décision de savoir, après avoir réussi donc le concours, si vous allez in fine nous rejoindre, nous savons que c'est parfois difficile. Et c'est pour cela que nous organisons, pendant la période qui vous est donnée en fait pour répondre à notre question, eh bien, nous organisons une session d'information pour les lauréats et leurs partenaires pour leur expliquer la vie à l'étranger, la vie d'agent de la carrière extérieure et ce genre de choses. La dia suivante, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, les conditions d'admissibilité, je ne vais pas m'étendre là-dessus, la plus importante étant évidemment, vous l'aurez compris, la réussite aux épreuves de sélection. Il est quand même important, je pense, maintenant de vous donner quelques informations sur la philosophie générale et la finalité de ce stage. C'est un stage qui dure 2 ans, une partie à l'administration centrale et une partie en poste. Il faut aussi, nous avons souvent la question, donc je l'ai rajouté ici dans ma présentation, il faut aussi savoir que vous entrez en fait, dès le stage, vous entrez dans l'administration fédérale comme stagiaire de la carrière extérieure, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous proposer de contrat de travail, mais je vous rassure, en revanche, vous aurez bien une rémunération au niveau A1. Le stage vise évidemment à vous apprendre les tâches qui sont les nôtres et les méthodes de travail qui sont les nôtres. C'est donc un stage extrêmement pratique. C'est aussi d'apprendre à connaître la Belgique, parce que n'oubliez pas qu'in fine, la carrière consiste en grande partie à représenter la Belgique à l'étranger, et c'est quand même toujours utile de savoir qui et quoi on représente. Le stage sert également à démontrer vos compétences et aptitudes. Mon collègue Michel Malherbe vous a parlé il y a quelques instants des caractéristiques, je dirais, principales d'un diplomate. Eh bien, c'est notamment au moment du stage où nous allons pouvoir voir ou non si vous disposez de ces compétences. Mais, si vous voulez, cette évaluation, elle va un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que le stage existe aussi pour que les stagiaires réalisent si cette vie, cette carrière que nous leur proposons et que dans la foulée nous proposons également à leurs proches, eh bien, si cette vie et cette carrière sont vraiment faites pour eux. Et donc ça, c'est un point important. C'est avant je dirais, de se jeter complètement dans le grand bain de la carrière extérieure, vous avez ce stage comme période de réflexion supplémentaire. Alors, j'y ai déjà fait allusion au cours de ce stage. Nos nouvelles recrues sont évaluées régulièrement. Il y a au minimum 2 évaluations à l'administration centrale et 2 en poste. Un point important à savoir, c'est que pour pouvoir accéder
à la seconde partie du stage, c'est-à-dire le stage en poste, il faut que ces évaluations aient été positives et que vous ayez réussi en plus un examen d'admission à la seconde partie du stage qui, comme son nom le laisse deviner, est organisé à la fin de la première partie du stage. Alors, j'en arrive maintenant au stage à l'administration centrale. Vous voyez, sa durée, c'est 12 mois minimum. Ça peut être plus long, 13, 14, 15 mois. Ça peut être plus long en fonction, je dirais, des circonstances du moment et des besoins du stage. Ce stage comporte évidemment toute une série d'activités fort diverses et variées. Il y a, si vous voulez, ce que j'appelle les activités communes, c'est-à-dire les activités que tous les stagiaires suivent ensemble. Et ça représente grosso modo 3 mois de la durée du stage à l'administration centrale. Et ces activités communes sont donc réparties en 3 ou 4 périodes qui, mises ensemble, donc, font environ 3 mois. Quelles sont-elles, ces activités communes? Bien, évidemment, c'est d'abord une présentation très poussée et très détaillée de tous les services de notre administration, ce qu'ils font, comment ils travaillent, les dossiers qu'ils suivent plus particulièrement, les, logiciels aussi qu'ils utilisent, je pense aux services consulaires. Et donc, ce sont vraiment des présentation fondamentale, car il faut savoir qu'elle représente également la matière du fameux examen d'admission à la seconde partie du stage dont je vous parlais il y a quelques instants. Dans ces activités communes, on retrouve également des visites aux acteurs principaux de la représentation belge à l'étranger. On est un pays fédéral, donc nous donnons une grande importance à nos collègues des entités fédérées. Nous allons également rendre visite au Parlement fédéral. Nous allons rendre visite, c'est un minimum, à Sa Majesté le Roi et à son administration. Nous allons rendre visite aussi à des postes belges multilatéraux et multilatéraux, qu'ils soient à Bruxelles ou en Europe. Et également très important à souligner, il y a toute une série de formations qui vous sont proposées sur les compétences qu'on attend de vous, pour développer les compétences qu'on attend de vous en matière de négociation, par exemple, de management, de relations avec les médias, ce genre de choses. Le stage comporte également une partie importante d'environ 3 mois dans un service de notre administration centrale, qui peut être dans n'importe quelle direction générale d'ailleurs, où là, en fait, disons-le clairement, vous êtes traité comme n'importe quel agent fédéral. On vous donne des dossiers à gérer, tout ça évidemment sous la supervision de collègues plus expérimentés qui veillent à vous aider là où c'est nécessaire. Il y a également une partie très, très importante, 3 mois aussi, du stage qui est consacrée à la Direction générale des affaires consulaires. Comme vous le savez, depuis quelques années, la Belgique a une seule carrière extérieure, alors qu'auparavant, nous en avions 3. La carrière diplomatique, la carrière consulaire et la carrière de la coopération au développement. Maintenant, c'est une seule carrière. Donc, il est évidemment primordial que lors du stage, eh bien, nous vous faisions découvrir toutes les arcanes du droit consulaire et de l'aide à nos citoyens ou de traitement des visas, ce genre de choses. Toutes les parties consulaires y passent et je peux vous dire que c'est très, très approfondi comme formation. Formation aussi bien théorique, formation dans les services et même formation grâce au passage dans un de nos consulats à l'étranger pendant une semaine ou 10 jours. Et enfin, arrive évidemment ce fameux examen d'admission à la seconde partie du stage, un examen qui comporte 2 épreuves, une épreuve consulaire et une épreuve générale. C'est un examen assez poussé.
et il est nécessaire de le réussir donc pour avoir accès à la seconde partie du stage. La seconde partie du stage, c'est en poste que cela se passe. Il est donc logique que nous clôturions le stage par quelques semaines où on vous laisse en fait vous préparer à ce départ. Donc vous disposez de 3 à 4 semaines avant de pouvoir partir en poste. Slide suivant. Voilà. Alors, le stage en poste, qui fait un peu moins d'une année, puisque vous aurez compris que le stage à l'administration centrale fait généralement au minimum 12 mois. Et ce stage se passe dans un poste qui vous aura été, je dirais, donné selon en fait exactement les mêmes procédures que celles que nous utilisons lorsque nous organisons ce qu'on appelle le mouvement diplomatique. Et c'est sur base en fait de ce mouvement qu'on désigne les postes qui sont ouverts à telle ou telle personne. Alors, cela dit, un point important, il y a dans les statuts de la carrière extérieure, donc l'arrêté royal du 21 juillet 2016, un article très important qui est l'article 4. Vous le lisez comme moi à l'écran. Les agents de la carrière extérieure sont tenus de remplir les fonctions qui leur sont confiées à l'administration centrale ou dans un poste. Alors, pour vous rassurer un petit peu, j'ai rajouté quand même un petit point en dessous qui, lui, n'est pas dans l'arrêté royal. Nous faisons tout, évidemment, à l'administration pour que ce choix de poste se fasse autant que faire se peut sur les arguments avancés par le stagiaire ou la stagiaire lui-même. Il faut savoir que, contrairement à ce qui se passait par le passé, bon, le passé vous intéresse peu, je suppose, mais contrairement à ce qui passait par le passé, le poste de stage est aussi le poste de première affectation. En d'autres termes, vous partez 1 an de stage, prenons un exemple à Paris, eh bien, si vous réussissez votre stage, votre année de stage, et donc par là même tout le stage, eh bien, vous pouvez continuer évidemment chez nous et vous allez continuer pendant 3 ans à Paris puisque vous y êtes déjà. Et donc, il faut savoir que le premier poste, qui est le poste du stage en poste, eh bien, c'est un poste de 4 ans, bien que le stage ne dure qu'1 an à l'étranger. J'y ai déjà fait allusion. Il y aura au minimum 2 évaluations de votre chef de poste pendant ce passage en poste. Et si l'évaluation finale de votre chef de poste est positive, à ce moment-là, eh bien, nous pourrons donner le feu vert pour lancer la procédure qui se terminera quelques semaines, en fait, dans les faits, après la fin de votre stage, par votre prestation de serment. Merci. Alors, vous avez ici toute une série, je dirais, d'adresses email qui peuvent vous aider. Ce sont celles dont Madame Timmermans parlait tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas maintenant à poser vos questions. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite naturellement à toutes et tous beaucoup de succès dans le concours que vous ne manquerez pas de préparer et de présenter. Merci beaucoup. Merci Hugues pour ces précisions sur les aspects généraux du stage que nous proposerons aux lauréats bien classés de la sélection de cette année. Maintenant, nous accueillons 4 jeunes recrues de la carrière extérieure. Leslie Chen et Laurent de Greef sont en première année de stage, donc ils sont affectés actuellement à l'administration centrale à Bruxelles. Marie Reuss et Benjamin Botson effectuent, eux, leur 2e année de stage et sont donc affectés au sein de notre réseau diplomatique. Ils vous donneront un retour d'expérience de ce que représente concrètement la préparation de l'examen diplomatique et le stage de la carrière extérieure. Leslie, je te donne la parole.
Nous allons donner encore quelques secondes à Leslie pour prendre la parole que je lui ai donnée. Leslie, est-ce que tu es là? Sinon, je propose que Laurent intervienne. Oui, bonjour, merci, merci Aurélie. Je vais prendre le relais et puis on passera la parole à Leslie après pour lui permettre de régler le problème. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme Aurélie l'a très aimablement dit, je fais partie des jeunes recrues des affaires étrangères. Pour autant, je ne suis pas une recrue particulièrement jeune, comme je vais l'expliquer dans un instant. Un petit mot d'abord sur mon parcours. J'ai une formation qui est un petit peu atypique par rapport à beaucoup de mes collègues, puisque je suis licencié en sciences commerciales et financières. Également, au niveau professionnel, j'ai eu un certain nombre de petites expériences dans diverses entreprises du secteur privé, mais l'essentiel de ma carrière, je l'ai fait dans le public, puisque j'ai passé 14 ans au SPF intérieur, d'abord à la section au département audit interne, et puis ensuite en tant que chef de projet au niveau IT. Donc déjà un parcours qui dénote par rapport à pas mal de mes collègues qui ont eu souvent des expériences à l'international. J'y reviendrai dans un instant. Au niveau de mon âge également, j'ai 44 ans, sachant que si je ne me trompe pas, la moyenne des lauréats au concours se situe à peu près au début de la trentaine. Donc deux éléments qui font que effectivement c'est un choix que j'ai fait, donc d'entrer dans cette carrière à cet âge-ci. C'est d'abord et avant tout un choix personnel, puisque comme nos collègues vous l'ont déjà exposé, c'est une carrière qui implique évidemment une expatriation, sachant que moi je n'ai pas d'expérience dans le domaine, donc c'est quelque chose qui a porté à réflexion. C'est également, comme Monsieur Malherbe vous l'a dit tout à l'heure, un choix familial. Pour ma part, je suis en couple, donc ça a été avec ma fiancée des longues discussions par rapport à ce choix de carrière pendant le concours déjà, même un petit peu avant, puisque dans l'optique où nous partirions ensemble, c'est un choix de carrière qui l'impliquerait elle aussi. Et donc ça, je ne peux que vous encourager dès l'inscription, si vous avez le projet de partir en famille, je ne peux que vous encourager à déjà en discuter et à bien peser le pour et le contre. Alors, au niveau de mon background, en deux mots, comme je l'ai dit, donc j'ai une formation qui est assez différente puisqu'on retrouve énormément parmi mes collègues des étudiants, anciens étudiants en sciences politiques, en relations internationales ou encore des traducteurs. On a quelques économistes comme moi, mais c'est quand même pas la majorité. De la même façon, comme je l'ai dit, j'ai une longue carrière dans le service public, ce qui a certains atouts, par exemple le fait de connaître un petit peu déjà le fonctionnement de l'administration, de ne pas devoir découvrir ce qui est un monde en soi, et également certains inconvénients, puisque comme vous le doutez, vous vous en doutez, après autant d'années passées dans la même fonction ou dans la même maison, on prend certaines habitudes dont il faut apprendre à se départir, puisque c'est un métier qui exige énormément de flexibilité et d'adaptabilité. Ce que je peux dire en revanche, c'est que malgré cette différence, je vais dire, j'ai très vite senti dès l'épreuve du grand oral et dès que je suis rentré au sein du département, une grande valorisation de la part du département. Donc mon expertise, mon expérience, toute particulière qu'elle soit, a vraiment été mise en avant et choyée, et on m'a donné à faire des tâches qui rentraient tout à fait dans ce parcours. Et donc, si j'ai un mot à vous dire, à toutes et à tous, c'est finalement, quels que soient vos parcours, vos expériences ou votre expertise, si vous répondez aux prérequis, si vous avez évidemment de l'intérêt pour cette carrière et également la motivation pour surmonter une sélection exigeante, je ne peux que vous encourager à vous inscrire, et je vous souhaite d'ores et déjà beaucoup de réussite dans cette première étape d'un parcours que je vous souhaite très très riche. Je vais maintenant passer la parole
à peut-être Leslie, si elle a pu résoudre son problème. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Voilà. Parfait. Bon, désolée pour le souci technique. Voilà, merci Laurent. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Leslie, je suis stagiaire de la carrière extérieure, de la même promotion que Laurent, entrée en service au mois de mai 2022. Je suis diplômée de l'ULB où j'ai poursuivi un master en relations internationales et en études européennes, un parcours un peu plus atypique, suite à quoi j'ai travaillé 2-3 ans dans le domaine des affaires européennes avant de tenter le concours pour la première fois en 2020-2021. Concours pour lequel je me suis préparée en pratiquant des exercices de raisonnement abstrait, verbal, en réétudiant mes cours d'université aussi, et en suivant l'actualité internationale et les intérêts de la Belgique à l'étranger de très près, grâce aux divers canaux du SPF. J'avais également fait bien attention à passer les tests linguistiques nécessaires pour l'obtention du certificat article 14 alinéa 2 qui est demandé pour le concours. Comme M. Chantry l'a dit, de manière générale, la connaissance du néerlandais est indispensable dans notre carrière. Nous sommes une administration fédérale et nous travaillons avec des collègues néerlandophones, que ce soit à l'administration centrale, à Bruxelles, ou en poste, où nous devons pouvoir assurer la représentation des intérêts de la Belgique et des Belges néerlandophones comme francophones ou germanophones, par exemple pour les affaires consulaires. Comme l'a dit M. Chantry, c'est une carrière aux aspects multiples dans laquelle on s'engage et nous assurons tant des fonctions de représentants que de consul ou encore d'attaché à la coopération au développement, en plus des tâches habituelles d'analyse et de gestion. Ça fait la richesse de notre carrière et voilà, je ne peux que vous encourager à la rejoindre. Merci. Je passe maintenant la parole à ma collègue Marie Royce, qui est en poste à Lima. Merci beaucoup Leslie. On m'entend bien? Très bien. Super. Bonjour à tous. Donc de mon côté, je m'appelle Marie Royce et je suis en poste depuis septembre en 2e année de stage à Lima, où je m'occupe des dossiers politiques pour les 3 pays de la juridiction. Donc c'est le Pérou, l'Équateur et la Bolivie. Je vais revenir un petit peu sur la préparation au concours. Contrairement à Leslie, par exemple, moi j'avais une approche un peu plus collective dans la préparation du concours. Je faisais des longues heures dans mon cabinet d'avocat et dans mon travail d'assistante à l'université. Et j'avais rencontré d'autres candidats qui passaient le concours. On a créé un groupe de travail et ça m'avait permis de me donner la discipline nécessaire pour tenir toute la durée du concours, ce qui était pour moi la difficulté principale. Je pense qu'il faut juste bien se connaître, trouver la méthode qui vous convient le mieux et s'y fixer pendant toute la durée du concours. En ce qui concerne également plutôt la carrière, j'aimerais ici m'adresser particulièrement aux femmes qui voudraient rentrer dans la carrière, afin de faire part du fait que bien qu'il y ait des défis particuliers à l'expatriation et au métier pour les femmes, c'est un métier qui est quand même très gratifiant. Parce que non seulement on représente la Belgique à l'étranger, mais en plus de ça, par notre travail à l'étranger, on participe dans des pays qui n'ont pas tout à fait la même vision de la fonction de la femme dans la société, à une normalisation de la présence des femmes dans des rôles qui sont à haute responsabilité. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très gratifiant et qu'on n'a pas nécessairement dans d'autres métiers. Hommes, femmes, ça n'a donc pas vraiment d'importance pour ce métier. Comme le disait également Laurent, il n'y a pas de profil type, en tout cas d'études. C'est quelque chose que je vois au quotidien depuis que je suis arrivée en août ici. Je peux faire des activités qui sont liées donc aux affaires politiques, mais également assister au niveau consulaire, la consule, ou faire un peu plus de gestion de projet avec les ONG qui sont subsidiées dans le cadre de la coopération au développement dans la juridiction. Un matin, je peux m'occuper de questions liées à un accord commercial avec l'Équateur, donc c'est plutôt de l'économique. L'après-midi, regarder la situation sécuritaire au Pérou et le lendemain, commencer à regarder la situation de l'état de droit en Bolivie. Donc c'est très varié, il n'y a pas de profil type. Par contre, ce qui est vraiment 2 qualités qui sont intéressantes pour le métier, c'est d'une part une grande curiosité, une volonté d'apprendre constamment parce que tous les jours, on se rend compte qu'on doit en apprendre davantage, on est toujours face à des choses nouvelles. D'autre part, c'est également une grande flexibilité intellectuelle puisque vous devez pouvoir changer d'une matière à une autre très rapidement. Si vous vous reconnaissez dans ce profil-là, je ne peux que vous encourager à postuler et à participer au concours. Bon courage.
Et je donne la parole à Benjamin Botson, qui est notre collègue en 2e année de stage à Belgo Europe. Merci beaucoup Marie et bonsoir à toutes et à tous. Comme tu l'as dit Marie, moi je suis en stage à Belgo Europe. Alors Belgo Europe, c'est dans notre jargon interne la représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne, donc à Bruxelles. Je vous avoue que ce n'est pas le poste le plus exotique du réseau diplomatique, mais c'est notre poste le plus grand, étant donné l'importance de l'Union européenne pour la Belgique. Alors moi j'aimerais bien profiter de ces quelques minutes pour tordre le cou à 3 idées toutes faites qu'on a sur le concours quand on est à votre place. J'étais à votre place à cette séance d'information à l'époque. Premièrement, parfois on me demande, tiens, est-ce qu'on a besoin de connaître des gens pour faire le concours? Est-ce qu'on a besoin de connaître des gens pour le cas échéant rentrer, ou est-ce qu'on a besoin de connaître des gens pour pouvoir le préparer? Eh bien, dans mon cas, j'ai préparé individuellement le concours. Marie vous a dit qu'elle avait préparé en groupe avec d'autres candidates et candidats. Évidemment, vous ne pouvez le faire que si vous les connaissez. Dans mon cas, je l'ai préparé individuellement, mais je me suis un peu renseigné pour essayer de trouver des contacts de personnes qui pouvaient un peu m'expliquer comment avait été pour elles ou eux l'expérience du concours. Et ça, il suffit pour vous d'aller sur LinkedIn, de taper diplomate belge et le cas échéant de contacter les collègues. On est toutes et tous généralement à disposition pour répondre à ces questions. Par ailleurs, le concours est tout à fait une activité que vous pouvez faire à côté d'une activité professionnelle. Vous avez vu tout à l'heure dans la présentation que c'est un exercice de longue haleine, c'est pendant 1 an. Il y a des tests qui sont à certaines périodes de l'année. C'est tout à fait faisable de faire ça en parallèle avec une activité professionnelle. Et d'ailleurs, parfois, certaines pourraient vous dire la quantité à étudier pour le concours est énorme, est infinie. En réalité, elle est assez cadrée et limitée. Il faut juste bien comprendre ce qu'on attend vraiment de vous à chacune des étapes. Et donc, c'est tout à fait faisable en parallèle à votre activité. Deuxième idée, moi je suis liégeois. Vous n'entendez peut-être pas à mon accent. Parfois, j'entends des amis à Liège qui me disent « Oh, écoute, diplomate, c'est un truc pour les Bruxellois, c'est pas un truc pour nous. Nous, on ne saura pas faire ça. Et puis, en plus, il y a la langue. » Mais pas du tout. Ça a été dit tout à l'heure par la ministre. Notre diplomatie doit représenter la Belgique dans toute sa diversité, y compris géographique. Donc, que vous habitiez un petit village du Hainaut, Bastogne, ou vous ayez la chance d'habiter la Cité Ardente, eh bien, allez-y, foncez. Alors, vous pourriez me dire, effectivement, ouais, mais ma connaissance des langues n'est pas top. Dans mon cas, je n'ai jamais eu de néerlandais à l'école. C'est honteux de le dire, mais c'est comme ça. Et pour autant, vous voyez ici, on vous demande pour entrer dans le concours un niveau B1 pour accéder au concours en tant que tel. Eh bien, c'est un niveau que vous pouvez acquérir en apprenant un peu, en vous apprenant par vous-même, peut-être en suivant l'un ou l'autre cours. Ce n'est pas du tout inaccessible. Alors, troisième élément, c'est l'aspect, peut-être certains pourraient imaginer qu'on pourrait se retrouver dans des situations où c'est assez solitaire. Eh bien, moi, j'ai plutôt envie de vous parler de l'aspect travail d'équipe. Il y a ici, en plus, particulièrement à la représentation permanente, on est 160 dans cette maison, on n'est pas 160 diplomates, mais on a des contacts. Toutes ces personnes-là, c'est en fait un peu comme une mini-Belgique, des représentants des régions, des représentants des communautés, des représentants d'autres ministères. Et c'est super comme job parce que, bien, en l'occurrence, je suis en duo avec un collègue néerlandophone plus senior dont j'apprends pas mal de choses. Et en même temps, chaque jour, j'apprends des nouvelles choses au travers de collègues d'autres ministères. Je rentre en contact avec des collègues à nous dans notre réseau diplomatique pour poser des questions. Tiens, Marie, à Lima, comment est-ce que toi tu vois les choses? Tiens, Benjamin, à Londres, comment est-ce que toi tu vois les choses? C'est vraiment, vraiment un beau travail d'équipe et un travail qui vous permet de vraiment comprendre la complexité de la Belgique. Et comme l'a dit Marie, il y a une nécessaire curiosité à avoir pour tenter ce job. Alors, un dernier message. Tentez l'aventure, ça ne coûte absolument rien de s'inscrire au concours. C'est de toute façon une excellente expérience. Quel que soit votre profil, allez-y. Vous ne devez pas non plus nécessairement avoir une passion pour les relations internationales et vous réveiller chaque matin en disant « je veux devenir une diplomate ou un diplomate » ou que ce soit votre rêve d'enfance. Si vous avez un intérêt pour la fonction, un intérêt pour les relations internationales, allez-y. Tentez, mais allez-y aussi pas à pas, step by step. Je vois dans le chat des questions sur la dernière épreuve du concours. Avant la dernière, il y a toutes celles qui précèdent et il faut vraiment prendre le temps de bien identifier, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on attend de vous à chaque étape et d'y aller étape après étape.
Bonne chance à toutes et à tous et j'espère vous compter parmi nos collègues très bientôt. Merci à tous les quatre pour vos témoignages motivants. Merci aussi aux intervenants précédents de Travailler pour .be et du SPF Affaires étrangères pour leurs interventions. Nos collègues Alexandre Fameret et Béatrice Van Loo ont répondu à beaucoup de questions écrites dans le Q&A. Je voulais signaler que l'ensemble de ces questions et des réponses seront compilées dans un document qu'on mettra à disposition également rapidement, probablement dès la semaine prochaine. Peut-être que notre collègue Laurence pourrait repasser la dernière dia du PowerPoint qui reprend nos adresses fonctionnelles. Donc, vous avez nos données de contact. Ce sont des adresses qui sont consultées quotidiennement, donc n'hésitez pas à poser des questions auprès de ces adresses selon les thèmes que vous voulez voir traités. Pour ce qui est des questions plus individuelles, de situations personnelles relatives à des dispenses pour les certificats linguistiques, adressez-vous donc à l'adresse du service linguistique de Travailler pour .be qui apparaît en premier. Pour ce qui est de la procédure de sélection, donc l'adresse fonctionnelle est déjà active aussi, elle est indiquée. Et enfin, toutes les questions qui sont relatives au contenu du travail, à l'entrée en fonction, au stage, peuvent être posées à l'adresse fonctionnelle diplo.examen. Parmi les questions qui ont été posées dans le chat, je vais peut-être en repartager quelques-unes ici. Donc, une question portait sur la validité du certificat linguistique de néerlandais. Donc, une fois que vous êtes titulaire de ce certificat linguistique, vous en bénéficiez à vie. Il n'y a pas de nécessité de le repasser. Donc, il est valable pour la prochaine sélection ou pour d'autres sélections si jamais vous n'étiez pas lauréat de la sélection qu'on organise cette année. Il n'y a malheureusement pas de possibilité de passer les tests à partir de l'étranger. Donc, on vous demande effectivement, si vous habitez à l'étranger, de revenir en Belgique pour passer les tests dans les bâtiments du CELOR Travailler pour .be. On essaye, enfin, le calendrier, même s'il est indicatif, est connu. Le CELOR essaye de donner les invitations et d'organiser les sélections d'une manière qui vous permet de vous organiser aussi pour être présent au moment où ces épreuves sont organisées à Bruxelles. Il n'y a pas de limite d'âge pour participer à cette sélection. Il n'y a pas non plus de limite de participation. Donc, si malheureusement vous échouez à l'épreuve, enfin aux épreuves qui sont organisées cette année, d'autres sélections seront organisées à l'avenir. On n'en connaît pas encore le calendrier pour être complètement transparent avec vous. Donc, la sélection de cette année est une opportunité. Si vous êtes intéressé, saisissez-la. Je vais maintenant peut-être résumer la session en quelques dates clés. La première échéance, c'est le 24 janvier. Donc, si vous êtes intéressé par la carrière extérieure, inscrivez-vous au test linguistique ou demandez une dispense avant le 24 janvier via le formulaire que vous trouvez sur le site Travailler pour .be dans les actualités ou via le QR code qui a été diffusé aujourd'hui. C'est normal si vous remplissez le formulaire que quelques jours se passent avant que vous receviez une invitation pour le test. En avril, ne ratez pas la période d'inscription pour pouvoir participer à l'examen diplomatique. Alors, comme vous l'avez entendu, la procédure de recrutement est longue, faites preuve de persévérance. Les équipes du CELOR et du SPF restent disponibles pour vos questions via nos adresses fonctionnelles. Le FAQ, comme je vous le disais, sera publié la semaine prochaine sur notre site et nos médias sociaux. Consultez nos médias sociaux régulièrement parce que vous trouverez des informations sur la carrière extérieure grâce à des podcasts ou à des vidéos qui seront publiées les prochaines semaines. Et enfin, si vous pensez que travailler à Bruxelles pour le SPF Affaires étrangères vous conviendrait mieux, consultez le site web travaillerpour.be et le site web du SPF Affaires étrangères.
dès lundi et inscrivez-vous alors à la sélection d'experts en relations internationales qui s'ouvrira rapidement. Bonne chance à toutes celles et à tous ceux qui s'inscriront à ces sélections. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un bon week-end.